Merci à tous d'être là. Bienvenue dans notre webinaire sur l'expérience patient et plus précisément modéliser l'expérience patient pour identifier les leviers d'amélioration les plus efficaces. On a un support de présentation donc, que vous voyez à l'image qui sera téléchargeable. Donc pas d'inquiétude, je pense qu'à peu près à un quart d'heure de la fin, vous pourrez accéder à ce document. Voilà, donc c'est pas la peine de faire des captures d'écran, vous aurez tout ça. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat à droite, alors et à poser toutes vos questions, on va essayer d'y répondre. On essaiera d'y répondre un peu au fil de l'eau, mais c'est pas toujours facile, donc sinon on les gardera pour la fin. On essaiera de réserver un petit peu de temps pour échanger, pour répondre à vos questions. Et au pire, s'il y avait encore des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on pourra encore y répondre et communiquer directement avec vous s'il y a des points que vous souhaitez éclaircir. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu interactif tant qu'on y arrive. Alors, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Anne Jegg, cofondatrice de KPAM, et donc je vais co-animer ce webinaire avec Marion, que je laisse se présenter. Marion Cruvézy, donc je suis chargée d'études depuis 3 ans au sein de l'Institut KPM et en parallèle, ça fait 2 ans que je travaille sur ma thèse en santé publique et épidémiologie sur l'expérience patient. Alors, on va commencer cette présentation en vous présentant rapidement KPM pour que vous compreniez qui on est et d'où on vient. Donc, KPM a été créé en 2004, donc il y a 17 ans. Mais la date qui est la plus importante, c'est 2013. C'est la date à laquelle on a lancé nos premiers outils et nos premières solutions de diagnostic et de modélisation des expériences clients. Et 2013, ça correspond à peu près à la période où la plupart des grandes entreprises françaises ont créé des directions de l'expérience client. Donc, on a vraiment commencé par cette spécialité et on a commencé par accompagner des grandes entreprises françaises vraiment au tout début de leurs travaux sur l'expérience client. Et pour la plupart, enfin, il y en a beaucoup qu'on accompagne encore et qu'on a accompagné de façon récurrente depuis cette époque-là. On a commencé par l'expérience client, c'est vraiment notre expertise, et puis progressivement, on a étendu notre méthodologie à l'expérience collaborateur, à l'expérience citoyen, et plus récemment à l'expérience patient. C'est notamment Marion qui est spécialisée dans ce domaine-là. On a été vraiment pionniers dans ce domaine-là, et c'est ça qui fait que depuis 8 ans, depuis qu'on a ces solutions, on a modélisé plus de 750 parcours, tous secteurs confondus, dans 32 pays. Donc là, vous voyez une large partie des clients qu'on a accompagnés et qu'on accompagne toujours pour beaucoup d'entre eux, ce qui nous fait une expérience extrêmement large de modélisation de parcours. Et là, je parle de parcours clients, mais aussi de parcours collaborateurs, de parcours citoyens et aussi de parcours patients. Donc, on a vraiment cette expertise sur l'expérience. On a été pionniers dans ce domaine et puis avec surtout des secteurs d'activité et des périmètres très variés. L'expertise, elle se base sur un savoir-faire chez KPAM qui est l'analyse des verbatims. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un verbatim? Un verbatim, c'est un commentaire rédigé. C'est du texte. Et notamment dans les questionnaires de satisfaction, qui sont en général la source principale de la matière qu'on va analyser. Dans les questionnaires de satisfaction, ça va être les réponses aux questions ouvertes, les questions dans lesquelles on laisse un espace aux répondants pour s'exprimer et pour donner son témoignage. Donc ça, c'est la matière qu'on va exploiter pour modéliser les expériences et créer, mettre à plat les parcours et notamment les parcours patients. Pour nous, cette information, ces verbatim, c'est une information en or. C'est de loin l'information la plus riche. Et là, vous allez en avoir une démonstration avec le cas particulier de l'étude que Marion a faite sur les hospices civils de Lyon. À chaque fois qu'on rajoute une question ouverte dans un questionnaire de satisfaction, on a des enseignements infiniment plus riches, beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir tout l'explicatif derrière toutes les notations qu'on a en général dans un questionnaire de satisfaction avec toute une batterie de questions fermées. C'est aussi l'information la plus qualitative. Notamment, c'est une information qui n'est pas du tout biaisée. Parce que comme son nom l'indique, une question ouverte, c'est ouvert, on n'oriente pas le répondant vers tel ou tel sujet, et ça permet aux patients, dans le cas qui nous intéresse, de s'exprimer sur les sujets qui comptent pour eux. Et on ne leur demande pas de s'exprimer sur les sujets qui comptent pour l'entreprise ou pour l'établissement, et ça fait toute la différence. C'est aussi la matière la plus expérientielle. Quand un patient s'exprime dans une réponse à une question ouverte, il parle de lui, il parle de son ressenti, de son vécu, et c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est ce que le patient ressent.
C'est toute la base des travaux sur l'expérience, c'est non pas de s'attacher à ce que les clients ou les patients vivent, mais à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils retiennent de ce qu'ils ont vécu. Et comprendre ce qu'ils ressentent et surtout comprendre pourquoi ils ressentent cela, c'est vraiment les verbatims qui nous permettent de trouver ces réponses et c'est en ça que c'est la matière la plus expérientielle. Et enfin, c'est une matière qui est disponible en grand nombre. Ça, c'est aussi extrêmement important parce que ça va nous permettre de quantifier. Si on fait un parcours patient mais qu'on n'a aucun élément de quantification, ça sert pas à grand-chose parce que ce sont les chiffres et les quantifications qui vont permettre de prioriser, d'identifier les moments qui sont les plus importants dans un parcours patient et surtout ceux sur lesquels il va falloir investir et dégager des budgets parce que ce sont ceux sur lesquels la différence va se jouer. Donc cette quantification, elle est essentielle et on va vous expliquer comment on arrive à quantifier les choses. Marion va vous expliquer un peu le périmètre de l'étude qu'elle a faite sur les HCL et puis on parlera un petit peu à la fois ces éléments de quantification et puis le cas précis de l'étude qui nous intéresse. Donc, le périmètre, c'était vraiment les hospices civils de Lyon. Donc, c'est le CHU Lyon, c'est le deuxième CHU en termes de taille, en termes d'envergure en France. Donc, le CHU Lyon, c'est quand même 12 établissements. Et l'étude a été menée en interne par le professeur Philippe Michel, qui est le directeur de l'organisation, de la qualité, des risques et des relations avec les usagers aux hospices, et qui est aussi, pour ceux qui le savent, le président, le fondateur de l'IFEP, qui est l'Institut français d'expérience patient. Donc, l'objectif de cette étude, les objectifs qu'on a co-construits avec le professeur Philippe Michel et avec les hospices civils de Lyon, c'était de modéliser ce parcours patient sur les patients qui ont été hospitalisés au sein des hospices, d'identifier dans ce parcours des moments clés, des marqueurs d'expérience, on reviendra dessus, des bonnes pratiques et aussi des signaux faibles. Et après, bien sûr, le plus important était de prioriser ces chantiers afin de comprendre qu'est-ce qui avait le plus d'impact sur l'expérience globale des patients. Donc, en fait, on a réfléchi pendant un assez long moment sur quelle était la meilleure matière à utiliser et aussi comment interroger les patients, car ça pose beaucoup de questions, ne pas non plus sursolliciter un patient qui a déjà une expérience assez difficile. Et en fait, on a étudié les verbatims qui étaient déjà à disposition et qui n'étaient pas utilisés. Donc, c'est les verbatims qui proviennent d'ISATIS. Donc, ISATIS, c'est un dispositif national qui, en fait, envoie des questionnaires aux patients qui ont passé plus de 48 heures dans un établissement de santé. Donc, le patient répond à une liste de questions fermées. Et à la fin de ce questionnaire, vous pouvez le voir sur la gauche, on lui pose 2 questions ouvertes. Le patient est invité à y répondre. On lui pose la question qu'est-ce qu'il a retenu de plus positif au cours de son séjour et qu'est-ce qu'il a retenu de négatif. Ce qui est très intéressant avec ces questions, c'est que déjà, on a une alternance positive-négative, puisqu'on le sait, le patient est quand même en situation de souffrance, donc il aurait plutôt tendance à nous expliquer beaucoup de choses négatives, des choses très douloureuses. Mais en même temps, c'est bien qu'ils retiennent aussi du positif, puisque ça va nous permettre de comprendre aussi ce qui fonctionne bien au sein des établissements. Donc, le terrain, on a décidé d'être vraiment le plus exhaustif possible. Donc, on a récupéré l'ensemble des verbatims disponibles sur une année. Donc, c'était entre juillet 2018 et juillet 2019. Donc, on a récupéré 10 061 verbatims qui, en fait, de 5 868 répondants qui s'étaient exprimés sur la question positive ou sur la question négative ou sur les deux. Alors, je rappelle, c'était par contre des patients qui ont passé au minimum 2 nuits consécutives dans des services soit de médecine, soit de chirurgie, soit de maternité au sein des hospices civils de Lyon. Rapidement, je vous partage juste quelques éléments de corpus, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste gardé les verbatims, on a aussi gardé quelques éléments d'identification des patients pour comprendre aussi qui s'exprimait, si c'était le patient, son parent ou son proche ou les deux, puisque ça change énormément les perceptions, puisque c'est qu'est-ce qu'on retient et un parent ne va pas retenir la même chose que ce qu'a retenu par exemple son enfant hospitalisé en pédiatrie. Aussi des éléments de genre, si le patient était hospitalisé en chambre simple ou double, puisque comme vous le savez, souvent quand on est hospitalisé en chambre double, on a une expérience qui est un peu moins bonne que quand on est en chambre simple. Et on a bien sûr gardé les verbatims avec, au sein de 8 établissements, on avait une masse suffisante de verbatims pour être représentatif sur ces établissements. Alors, je vais détailler un tout petit peu la méthode KPAM qui nous permet, à partir de cette masse de verbatim, de modéliser l'expérience des HCL. Une particularité de notre méthode, c'est l'alternance entre l'humain et la machine, et notamment l'importance de l'humain dans tout notre processus d'étude. Il y a énormément de solutions d'analyse de verbatim qui existent et qui sont pour la plupart très automatisées,
La différence de KPAM, c'est l'importance de l'intervention humaine qui nous permet d'avoir un niveau de précision et de détail qui est nettement supérieur. Donc, comment ça fonctionne? L'humain, ça va nous permettre d'être précis, ça nous permet aussi d'être exhaustif, notamment dans l'étape initiale de tout projet de modélisation d'expérience patient. C'est l'étape où on va identifier toutes les thématiques abordées. Donc, très rapidement, comment ça se passe? Vous voyez l'étape numéro 1, à gauche, on a récupéré l'ensemble des verbatims issus des 2 questions ouvertes. Au début, on a des éléments de codage, donc Marion précisait certains critères de profil. Donc, ça permet après de faire éventuellement des analyses sur des populations plus précises ou des établissements ou des services plus précis. Donc, ça, c'est notre matière de base. Notre logiciel va découper tous ces textes en une liste de mots ou d'expressions. Donc, c'est l'étape 2. Vous voyez 2 colonnes qui sont un tout petit extrait, puisqu'au final, ces 10 000 verbatims nous ont produit une liste de 32 000 mots ou expressions. Donc, ce sont parfois des expressions courtes qui représentent l'exhaustivité de tous les propos spontanés des patients qui se sont exprimés en réponse aux 2 questions. Donc là, on voit qu'il y a des sujets qui concernent les infirmières, les médecins, l'information, les internes. On va absolument tout prendre en compte. Et à partir de cette longue liste de 32 000 mots et expressions, c'est un humain, notamment un chargé d'études, qui va identifier toutes les thématiques abordées. Donc, c'est un long travail de catégorisation qui va commencer et qui va identifier tous les sujets abordés de tout type. Donc, il va y avoir des sujets très rationnels, des sujets très émotionnels, des sujets relationnels. On va absolument lister tous les propos évoqués. Et puis surtout, on va choisir aussi des niveaux de granularité différents. On va avoir des sujets très vastes, comme le sujet de l'accueil par exemple, et puis des sujets extrêmement pointus. Si une initiative a été lancée dans tel service, on va pouvoir, si les patients en parlent, on va pouvoir l'identifier et la mesurer. Donc, Marion va illustrer 4 des sujets, par exemple, qui ont été identifiés pour cette étude. Oui, donc sur les hospiciers de Lyon, c'était quand même 184 thématiques identifiées dans cette liste de mots et expressions. Donc, on essaye d'être avec un niveau de précision extrêmement précis afin d'être extrêmement exhaustif, mais aussi afin de mieux prioriser par la suite. Par exemple, ici, vous avez 4 exemples, et 2 exemples qui sont liés à la restauration, fruits et légumes, petit déjeuner. Ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait, c'est très important d'avoir ce niveau de compréhension, puisque les patients nous parlent en fait forcément beaucoup de restauration, puisque c'est des patients hospitalisés. Et c'est un sujet en fait qui est très très vaste, puisqu'on va nous parler de saveur, on va nous parler de goût, de température, de présence de fruits et légumes de saison ou non sur le plateau. Et c'est un sujet extrêmement difficile à travailler. Donc plus on est précis sur l'identification des thématiques, plus après les améliorations qu'on va vouloir apporter, par exemple sur la restauration, vont être extrêmement précis, vont avoir un impact plus pertinent en fait pour le patient. C'est vrai que plus on est précis dans l'identification de ces thématiques, plus on sera précis dans toutes les étapes du parcours patient et plus on pourra être précis après dans l'identification des plans d'action puisqu'on saura exactement, par exemple dans le thème de la restauration, précisément dans quel domaine on peut jouer pour améliorer l'expérience globale. Donc cette précision, elle est importante pour la précision des plans d'action qui suivront. Alors, comme je le disais, alternance humain-machine. Une fois qu'on a identifié tous ces sujets à la main, c'est la machine qui prend le relais. Donc là, on avait nos 184 sujets. Pour chacun de ces 184 sujets, on va produire des indicateurs quantitatifs, donc des scores, qui nous permettront de mesurer tout au long du parcours les niveaux de satisfaction et les perceptions de chacune de ces thématiques, chacun des moments du parcours client. Donc, on va regarder un petit peu quels sont ces éléments. Là, c'est notre livrable. Visuellement, voilà à quoi ça ressemble. Celui-là, comme le disait Marion, est particulièrement précis, particulièrement long. Donc, sur les 750 parcours qu'on a déjà modélisés, et c'est sans doute le ou parmi les 2 ou 3 plus longs. Parce que d'abord, c'est une expérience longue de plusieurs jours. Et puis, c'est une expérience qui se joue aussi beaucoup dans les détails avec énormément d'éléments. Donc, voilà notre livrable et on voit bien qu'on a des éléments de quantification avec des barres bleues et des barres rouges tout au long de ce parcours-là. On a réorganisé toutes les thématiques abordées de façon logique. Donc là, en l'occurrence, il y a une logique chronologique dans un séjour à l'hôpital. Donc ça va commencer par l'accès à l'hôpital, et puis ça va se terminer par la sortie. Puis à l'intérieur, on organise ça selon des thématiques cohérentes. Et du coup, on reconstitue absolument toutes les étapes d'un parcours patient en prenant en compte tous les sujets qui sont abordés par les patients quand ils répondent au questionnaire de satisfaction.
Pour comprendre ce que veulent dire ces barres bleues, ces barres rouges, il y avait des bulles en bas avec des pourcentages qui n'étaient pas très lisibles, mais on va un petit peu passer en revue notre méthode. La première mesure, donc la première quantification, et c'est une particularité de KPAM, c'est une mesure de l'intensité du discours. C'est une mesure qui est essentielle. On est les seuls à savoir mesurer les intensités de discours, et c'est ça qui va nous permettre notamment de prioriser. Vous vous souvenez de la première question qu'on posait, la première question ouverte, c'était « Qu'avez-vous retenu de positif autour de votre séjour ?» Quand les patients répondent à cette question, forcément, ils nous racontent leur expérience, ils nous parlent de plusieurs sujets en même temps. Donc, si on imagine qu'ils nous parlent de 3 sujets, on voit sujet 1, sujet 2, sujet 3. En fait, ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que tous les sujets ne sont pas sur le même plan dans leur tête. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus importants que d'autres, qui sont exprimés avec beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'intensité. Ça, c'est la syntaxe qui nous permet d'identifier les sujets qui sont exprimés avec plus d'intensité que d'autres. Et ça va nous permettre de faire le tri, notamment, entre ces 184 sujets. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, on voit que c'est le sujet numéro 2 qui est vraiment le sujet qui a compté, et que dans ce que le patient a retenu de positif, finalement, c'est le 2 qui aura eu le plus d'impact sur le ressenti global de son expérience, beaucoup plus d'impact, en tout cas plus de 2 fois plus d'impact que le sujet 3, dont il parle, qui est un sujet positif, mais qui compte beaucoup moins à ses yeux. Donc là, on va voir cette première mesure, qui est une mesure de l'intensité de la satisfaction. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le potentiel d'enchantement. C'est vrai, c'est intéressant de regarder sur tout le parcours quelles sont ces grandes barres bleues, quels sont les moments où on sait qu'on peut enchanter. On le fait pas forcément systématiquement, mais on sait qu'on arrive à le faire. Donc, il va falloir creuser ces moments-là. C'est aussi dans le jargon de l'expérience client ce qu'on va appeler les moments waouh. Donc, c'est cette mesure d'intensité qui va nous permettre d'identifier ces moments waouh où on arrive à créer ces petits moments d'enchantement tout au long d'un parcours patient. On a exactement la même mesure pour le discours négatif, donc récupéré à partir de la deuxième question, qu'avez-vous retenu de négatif au cours de votre séjour. Donc là, on voit qu'il y a des barres rouges qui sont beaucoup plus profondes que d'autres. Parfois, il n'y a pas de barre rouge, ça veut dire que sur un sujet, il n'y a pas forcément de discours négatif. Donc la barre rouge va nous visualiser l'intensité de la frustration des répondants. Certains moments, s'ils se passent mal, peuvent être assez dévastateurs sur l'impression globale, alors que d'autres moments peuvent être perçus comme négatifs, mais finalement pas si importants que ça. Ça va pas laisser de traces, ça peut être parfois un petit peu superficiel. Donc là aussi, c'est très important, faire la différence entre les moments où il y a vraiment une situation de désenchantement qui impacte le ressenti global et ceux qui sont négatifs, certes, mais qui finalement ne vont pas laisser de traces et ont beaucoup moins d'impact sur le ressenti global. Autre mesure, c'est la mesure d'occurrence. Donc ça, c'est la plus simple. On a des bulles bleues en bas qui vont mesurer exactement le pourcentage de répondants, enfin de patients qui s'expriment sur chacun des sujets. Donc il y a des sujets qui sont extrêmement abordés, donc on va avoir des pourcentages d'occurrence énormes, et puis il y en a qui sont des tout petits sujets qui sont très peu abordés. C'est les petits sujets extrêmement précis dont on parlait tout à l'heure, mais qui vont être extrêmement importants justement pour avoir des éléments explicatifs et puis aussi comprendre certains moments qui sont très intenses, même s'ils sont peu commentés. On va voir que ça peut largement nous servir dans les plans d'action. Et puis, dernière mesure, la plus importante, on a un petit bonhomme jaune sur chaque moment du parcours, sur chaque sujet. Ce bonhomme jaune nous montre le point d'équilibre entre le discours positif et le discours négatif. On voit que sur chaque sujet, finalement, on va consolider tous les commentaires positifs et négatifs. Et ce bonhomme jaune nous montre le point d'équilibre. La lecture est extrêmement simple. Si le bonhomme jaune est dans le rouge, ça veut dire que globalement, l'établissement ou l'entreprise n'est pas bon sur ce moment-là. Si le bonhomme jaune est dans le bleu, ça veut dire que de façon majoritaire, le discours positif est dominant par rapport au discours négatif. Donc, ça nous montre sur chaque sujet, sur chaque moment, la performance de l'entreprise ou de l'établissement à date. Et c'est important aussi, si on fait des mesures dans le temps, de voir comment ça évolue et si les actions mises en place ont un effet sur la perception. Voilà, donc en fait, en ayant toutes ces mesures sur chacun des moments d'un parcours client, ça va nous permettre tout de suite, immédiatement, d'avoir une priorisation de ces chantiers. On voit bien quand on en a 184 au départ, alors même si on ne les retrouve pas tous, on en avait, je pense, plus de 150 sur le parcours patient des HCL, ça va nous permettre immédiatement d'avoir une priorisation et d'identifier les sujets sur lesquels il va falloir travailler.
Donc là, on va un petit peu détailler ces concepts-là de marqueurs de l'expérience, de chantier prioritaire. Mais déjà, on va avoir les sujets qu'il va falloir creuser, qu'on va analyser beaucoup plus qualitativement, puisqu'ensuite, on a les verbatims qui nous donnent tout le détail de l'expérience des patients. Donc la première chose, c'est que toutes ces mesures, ça va nous permettre de distinguer deux sujets qui sont fortement commentés. À droite, on a un sujet qui est, on voit que c'est la plus grosse barre bleue, on est à 57%. La plus grosse bulle bleue, donc c'est un sujet qui est commenté par plus d'un patient sur deux, c'est même le plus commenté si on voit tous ceux qui sont visualisés là. Donc si on regarde uniquement les mesures d'occurrence, on va avoir tendance à se dire c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est le sujet le plus important parce que le plus commenté. Or, quand on regarde les mesures d'intensité, donc la hauteur de la barre bleue, la hauteur de la barre rouge, on se rend compte que ça ne décolle pas du tout. Donc même quand les patients citent ce moment-là en disant que ça fait partie des moments positifs qu'ils retiennent, on se rend bien compte que le niveau d'intensité, l'implication dans ce qu'ils racontent n'est pas du tout important. Et à contrario, quand ils évoquent ce sujet en négatif, on voit bien que la frustration n'est pas du tout inquiétante. Et on a une toute petite barre rouge, donc c'est pas la peine de s'inquiéter sur ce sujet-là. Et puis surtout, même si on investit, on voit qu'on va pas beaucoup décoller puisque le potentiel d'enchantement est extrêmement faible. Si on peut illustrer ça, Marion, par un sujet dans le cadre de cette étude sur les HCL. Donc sur le type de chantier, vous allez retrouver sur les chantiers à éviter des sujets, effectivement, que tous les patients, c'est un peu le passage obligé où on finit toujours par le commenter, notamment, et c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, sur la restauration, qui est un sujet énormément commenté, notamment lors d'une hospitalisation. Et en fait, dans la restauration, on a beaucoup de sujets. Le sujet le plus commenté est toujours celui du goût et de la saveur. C'est-à-dire que c'était bon, c'était pas bon, qui est un sujet très subjectif, et en plus un sujet très difficile à travailler, et en fait un sujet pas si impliqué que ça quand on va mesurer les intensités de discours. On voit un autre sujet extrêmement commenté à gauche avec une occurrence de 49%. Donc on voit que c'est le deuxième sujet le plus commenté. Là, en revanche, il est beaucoup plus intéressant celui-là. Déjà, on voit qu'il y a urgence à le traiter puisqu'on voit un bonhomme jaune qui est dans le rouge, ce qui veut dire qu'on n'est pas bon sur ce moment-là aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la taille de la barre bleue. C'est la barre bleue la plus haute là sur ce parcours-là. Ce qui veut dire que même si de façon moyenne, on n'est plutôt pas bon, quand on est bon, il y a un impact qui est extrêmement important. Et ça va vraiment impacter la perception globale. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est le potentiel de progression. Donc là, il y a une petite flèche blanche qui le montre. En fait, on va mesurer la distance entre la position du bonhomme jaune aujourd'hui et puis la hauteur de la barre bleue qui nous montre jusqu'où on peut monter si systématiquement on était bon sur ce moment-là. Donc, c'est exactement la définition d'un chantier prioritaire. C'est très commenté et on a un potentiel de progression qui est énorme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment sur les sujets liés à l'information et la communication, donc sur l'information des patients. Pour partir sur un sujet en fait assez précis, on voit notamment sur l'information des patients, sur les patients qui viennent pour avoir une chirurgie, pour avoir une intervention. On voit que c'est des patients qui sont souvent très bien informés en fait en amont, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup d'informations, ils vont être très bien accompagnés. Une fois que l'intervention est en fait souvent en plus très bien réussie, réalisée avec une très grande qualité de compétences techniques, en fait, le patient est très peu informé. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, on oublie un peu, on se dit c'est bon, il a eu ce pourquoi il est venu. Et en fait, on oublie un peu le patient et on n'informe pas beaucoup des suites ou de comment s'est passée l'intervention. Et c'est dans ces moments-là où le patient commence en plus à avoir souvent une petite défiance en se disant si on m'informe pas, si on ne vient pas me voir après, si on me donne pas beaucoup d'éléments, c'est peut-être parce qu'on me cache quelque chose ou qu'on veut pas me dire ce qui s'est passé exactement pendant l'intervention. Et c'est le moment où en plus le patient va voir cette défiance un peu grandir, alors qu'en plus il a reçu une très très bonne intervention. Donc typiquement, c'est comme ça qu'on va identifier les 3 ou 4 chantiers prioritaires. C'est important de ne pas en sélectionner trop. Ça va être les 3 ou 4 combats sur lesquels il va falloir investir, sur lesquels on va travailler sur les 6-12 prochains mois et qui seront des vrais leviers pour améliorer l'expérience globale et qui seront vraiment des sujets qui vont pouvoir transformer l'expérience des patients. À côté de ça, on a nos petits sujets qu'on a identifiés en amont et les mesures, et notamment les mesures d'intensité, vont nous permettre de repérer ces petits sujets à fort potentiel. À droite, ce qu'on appelle une bonne pratique, on a une toute petite occurrence. Là, on a une bulle qui nous montre un score tout juste de 2%. En revanche, on a une barre bleue qui est énorme, qui est très haute, donc elle fait partie des plus hautes barres bleues. Donc, on se rend compte qu'on a identifié là ce qu'on peut appeler une pépite. C'est-à-dire une pratique, une solution qui fonctionne extrêmement bien,
mais qui est beaucoup trop peu pratiqué. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est déployable? Et c'est typiquement ce qu'il faut faire. Là, on est à 2%, mais se dire comment est-ce qu'on peut faire passer cette occurrence de 2% à 5%, 10%, 20%, quitte à même en faire une signature de service si c'est un moment aussi important. C'est quelque chose qu'on a trouvé en fait dans certains services des Hospices civils de Lyon. Donc c'était vraiment pas tous les services, c'était vraiment certains services très spécifiques des hospices où ils avaient mis en place en fait un sorte de planning de visite et pour signaler aux patients un peu vraiment comme quand votre livreur passe, hein, il disait voilà donc jeudi, enfin voilà les médecins passeront entre 10h45 et 11h, l'après-midi voilà ce sera de telle heure à telle heure. C'est tout simple, en fait on se dit même que c'est assez bête. Mais beaucoup de patients qui en plus sont hospitalisés par exemple sur des maladies chroniques, donc qui sont très habitués de l'hôpital, justement avaient toujours ce côté où on violait un peu leur intimité puisque les gens passaient, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, passaient voilà, à l'improviste et du coup avec un patient qui est peut-être pas toujours prêt, qui est pas toujours en situation voilà, de recevoir des personnes dans sa chambre. Et ce fait de remettre ce planning avec ce petit créneau horaire, en fait, ça rassurait les patients et ça permettait aussi à certains patients de se préparer, de préparer leurs questions aussi qu'ils souhaitaient poser et aussi de se préparer tout simplement de pouvoir s'habiller, même voilà, pour certaines patientes se coiffer, voilà, vous pouvez leur raconter ces histoires, notamment aussi en gériatrie. Et puis deuxième cas de figure sur les petits sujets, c'est ce qu'on appelle un signal faible. Donc là, c'est dans les intensités, on voit l'intensité de la barre rouge hein, qui est assez profonde. Et pareil, on est toujours sur des toutes petites occurrences. Donc un signal faible, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être une alerte, ça peut être une pratique problématique. Donc c'est important de la repérer au tout début quand elle n'est pas encore trop diffuse, de la suivre dans le temps et de vérifier que justement que ça ne se propage pas. Ou au contraire, ça peut être une bonne nouvelle et ça peut être une indication d'une attente émergente. Il y a quelques patients qui peuvent formuler des attentes que d'autres ressentent mais ne formulent pas encore. Et souvent, c'est l'intensité de cette frustration, elle nous renseigne sur le fait que c'est un moment qui est particulièrement important et ça peut nous donner des idées de nouvelles pratiques, de nouveaux services. Donc, sur les nouveaux services, on va garder ça un peu en teaser pour le reste de la présentation. On vous en partagera quelques-uns qu'on a relevés au sein des hospices, pardon. Et après, on a des sujets aussi beaucoup plus anecdotiques dans ces signaux faibles, mais qui sont des sujets très faciles en fait à régler, à trouver une solution. Notamment, ce qu'on avait vu, ce qui était assez intéressant, c'est que sur le sujet des mauvaises odeurs, hein, qui pourrait être un vrai sujet voilà, au sein d'un CHU, qui était un sujet sur lequel les hospices avaient vraiment beaucoup investi, avec en fait juste 1% de patients qui nous disaient en fait ça sent vraiment très mauvais. Et en s'intéressant, en creusant un peu dans ces verbatims, on s'est rendu compte que tous les patients qui nous disaient ça venaient du même établissement et en plus étaient souvent hospitalisés à peu près dans les mêmes ailes de l'établissement. En fait, en allant en cherchant les verbatims, on a compris que c'était non pas des mauvaises odeurs du tout liées à des patients ou quoi que ce soit, c'était une mauvaise odeur qui était liée en fait tout simplement au produit qui était utilisé pour laver le sol, hein, qui n'était pas le même aux autres endroits de l'hôpital, et que ce produit-là effectivement laissait une odeur assez nauséabonde une fois que le ménage avait été réalisé, alors qu'en plus le ménage était bien effectué. Donc là, il s'agissait juste voilà, de changer un produit d'entretien, mais qui avait en fait un impact puisque tous les patients, ce 1% de patients qui étaient hospitalisés précisément à cet endroit, en fait, nous parlaient de ces mauvaises odeurs persistantes et surtout de mauvaises odeurs persistantes, alors que le ménage était réalisé quotidiennement. Et puis, dernier cas de figure, les points de force. Donc là, on a un sujet qui est fortement commenté. On a 28% d'occurrence. On a une grande barre bleue. Donc, ça veut dire que là, quand on est bon, c'est un moment qui a énormément d'impact. Et surtout, le bonhomme jaune est très haut dans la barre bleue, ce qui veut dire que quasiment tous les patients qui commentent ce moment-là ou ce sujet-là ils sont quasiment tous unanimes sur le fait que ça se passe très bien et ça a un impact sur l'expérience globale. Donc, c'est ce qu'on appelle la définition d'un marqueur de l'expérience. Ça veut dire que c'est délivré de façon quasiment systématique. C'est une marque de fabrique de l'expérience d'un établissement. Et c'est très important de repérer ça, de repérer ces moments-là aussi. Et voilà, là, on va commencer par cette rubrique-là quand on va rentrer dans un peu plus dans le détail de l'expérience des patients aux hospices. Donc donc voilà, ce parcours qu'on vous a déjà partagé tout à l'heure, hein, donc je ne le voyais pas de façon extrêmement précise ici, mais donc ce parcours-là est marqué assez négativement. Donc vous savez pas, mais bien sûr qu'on a partagé ce parcours aux hospices de Lyon, et c'était un peu désespéré, car disons on a quand même beaucoup de discours dans le négatif. C'est normal, c'est-à-dire on n'est pas dans une expérience client où on choisit son expérience, on va avoir une relation avec une marque. C'est une expérience qui est vraiment subie. Donc il y a toujours à avoir cet aspect-là en tête, bien sûr. Pour voir en fait les points intéressants. Et on a quand même des très très bonnes nouvelles puisqu'on a des moyennes de discours qui sont positives.
on a des bonhommes jeunes qui sont dans le bleu, et je vous le partagerai tout à l'heure, c'est souvent sur des éléments très clés d'une hospitalisation patient. On est aussi sur un patient qui a un rapport au temps qui est extrêmement différent. On est sur quelqu'un qui est souvent en situation de stress. Et on va voir qu'il y a vraiment des attentes vraiment d'attention et d'information et de communication. Et c'est souvent là où on va trouver notamment ces leviers d'action qui sont assez simples à mettre en place. Après, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qu'on a en fait, c'est notre premier livrable pour les Hospices Civils de Lyon. C'est le livrable qui est transverse, donc transverse aux 8 établissements. Après, ce qu'on peut faire, on va appeler ça des sous-parcours, même si c'est pas vraiment des sous-parcours. On peut réaliser ces parcours-là pour chacun des établissements, donc pour les 8 établissements, donc vraiment pour que chacun ait un peu souci son plan d'action vraiment propre à son établissement. Aussi par spécialité, par pôle, notamment par exemple ce qu'on a fait sur le sujet de l'obstétrique, puisqu'il y avait plusieurs établissements qui avaient ce service-là, et on a fait quelque chose de transverse pour rendre compte de la qualité du service obstétrique des Hospices Civils de Lyon. On l'a fait aussi par profil de patient. Donc par exemple en mettant en miroir l'expérience du patient et l'expérience de son proche, puisqu'on avait aussi les verbatims des proches accompagnants. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas du tout les mêmes perceptions, et donc ils vont pas du tout attendre les mêmes choses. Et souvent aussi, les proches ont beaucoup d'insight en fait à apporter. Ils ont beaucoup de perceptions qu'un patient n'a pas forcément. Donc c'est aussi très intéressant de récupérer leur verbatim. Et après, sur chaque sujet identifié, on était aussi en capacité de dire si le personnel le plus concerné par ce sujet. Notamment, par exemple, il y avait certains sujets, c'était surtout les équipes de nuit. D'autres, c'était plutôt les infirmières qui étaient évoquées dans les verbatims. Donc, qui nous permet vraiment d'avoir des leviers d'action extrêmement précis sur chacun des sujets et sur chacun des services des pôles concernés. Donc, je vous partage juste un tout petit extract qui est en fait la première partie de ce parcours et qui est vraiment sont les cinq premiers sujets sur les 184 thématiques identifiées. On va voir sur ce sujet-là, c'est le sujet de l'accessibilité, tout simplement. Donc, c'est les patients qui nous partageaient souvent une frustration. Alors, s'il y a des participants qui travaillent dans des CHU, qui a un sujet qui est largement partagé par beaucoup de CHU de France, mais sur un manque de possibilités de stationnement et en plus de présence de parking, et les parkings sont souvent onéreux. Le vrai regret des patients quand on travaillait ça, c'était aussi de se dire qu'il n'y avait pas de package qui était proposé. Donc, par exemple, un package de maternité, puisque c'est des patients qui peuvent vraiment prévoir leur hospitalisation, qui peuvent la préparer, et donc déjà préparer aussi leur place de parking pour la personne qui accompagne. En fait, c'est toute cette thématique des accompagnants qui sont vraiment parfois découragés pour aller en visite, pour justement un peu briser la solitude parfois des patients, qui sont un peu découragés par ces tarifs assez onéreux et avec des solutions qui ne sont pas toujours mises en place. Après, sur l'accessibilité, on avait 2 autres sujets, des tout petits sujets, donc qui étaient plutôt des bonnes nouvelles du côté des Hospices Civils de Lyon. Un sujet sur l'identification du personnel. En fait, quand on a un sujet qui est compté 0,3% du temps, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, puisque c'est un sujet qui veut dire qu'il est plutôt largement bien traité. C'est-à-dire que quand même, globalement, les autres patients ont le sentiment de pouvoir bien identifier le personnel. Un autre petit sujet qui, lui, est à 0,7% du temps. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on a creusé ce sujet, quand on a regardé d'où provenaient les verbatims, tous les verbatims provenaient du même établissement. C'est-à-dire qu'il y a un établissement, en fait, qui n'avait pas mis en place une signalétique très compréhensible pour les patients. Et donc, les patients se perdaient. Alors, en plus, les patients qui se perdent arrivent en retard au rendez-vous, ce qui fait des retards de planning, donc ce qui est jamais bon. Et en fait, cette signalétique n'avait pas été pensée, en fait, avec des patients. Donc, c'est vrai que ça a été pensé par des personnes travaillant déjà au sein de cet hôpital, de cet établissement. Et donc, c'est vrai que les patients, eux, ne comprenaient pas du tout la logique qui avait été mise en place. Donc ça, c'est assez simple, en fait, de travailler une question de signalétique pour éviter justement d'avoir ces petits points de désagrément qu'on peut retrouver lors de ce parcours patient. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, puisque, en fait, en reprenant ces 184 thématiques, en refaisant la priorisation que vous a montré Anne tout à l'heure, entre l'occurrence et l'intensité de discours, on a déterminé 4 axes, en fait, qui sont les 4 axes de priorisation. Pour chacun de ces axes-là, il y avait vraiment une matrice avec les sujets les plus importants à travailler. Voilà. Alors, avec un sujet, c'était un relationnel déterminant, puisqu'on a 72% des patients qui nous parlaient d'une interaction avec un professionnel de santé. Et après, on avait d'autres sujets, bien sûr, sur l'environnement, puisqu'on est vraiment sur le cas de l'hospitalisation, donc un environnement qui est très, très important. Et bien sûr, la qualité des soins et des interventions. Et après, le dernier sujet qui concernait l'organisation, et justement l'organisation autour de la fluidification des informations et de la communication.
Donc voilà, c'est ce type de matrice qui a été fournie pour chacun de ces axes, hein, avec ces marqueurs de l'expérience, ces moments qui sont très très bien gérés par les hospices civils de Lyon. Donc avec voilà beaucoup de retours positifs sur des postures relationnelles, de l'accueil, de la gentillesse, de l'amabilité du personnel, sur sa capacité d'écoute et disponibilité. Ce sujet, j'y reviendrai, je vous détaillerai certains de ces sujets pour comprendre aussi exactement ce qu'il y a derrière. Parce que par exemple, sur ces chantiers prioritaires, à gauche, sur ces chantiers sur lesquels il faut qu'on conseille, il faut absolument travailler dessus. On parle notamment de l'accompagnement, qui peut être un sujet assez compliqué à comprendre. Et pour autant, dès qu'on le détaille avec les verbatims, on comprend exactement ce que les patients mettent derrière et quels sont les leviers d'action pour travailler justement précisément sur des postures relationnelles, sur quelque chose en fait finalement de souvent assez subjectif. Donc, je vais vous détailler quelques sujets en vous montrant un peu les insights patients qui sont derrière. Notamment ce premier sujet qui est le sujet le plus commenté par les patients. 35,5% des patients commentés, c'est la disponibilité de l'écoute du personnel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en travaillant avec ces verbatims, c'est qu'on voit qu'en fait, il ne s'agit pas de passer plus de temps. C'est-à-dire les patients ne demandent pas de passer plus de temps avec les professionnels de santé, mais de passer en fait des moments de qualité avec ces professionnels de santé. Et on voit qu'en fait, ce qui était très valorisé par les patients, c'était de se dire, je suis face à des professionnels de santé, je vois leur charge de travail, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande conscience du contexte, d'un contexte parfois compliqué. On n'était pas encore en crise sanitaire en plus, mais un contexte compliqué, des patients pas faciles, certaines situations d'urgence, une grosse charge de travail. Mais ces patients, ils disaient, en fait, le moment où le professionnel de santé rentre dans ma chambre, il ne me fait pas sentir de l'impatience ou du stress. Et en plus, c'était de façon assez systématique. Vous allez voir, à chaque fois, je vais illustrer par des verbatims juste après. Mais on va voir que ça revient tout le temps. C'est-à-dire, quel que soit le professionnel, quelles que soient les conditions, tout au long du parcours, avant l'intervention, après l'intervention, au moment de l'accueil, j'ai vraiment quelqu'un qui essaye de prendre son temps avec moi, même s'il ne va pas passer beaucoup de temps avec moi. Et par exemple, il y a deux verbatims, deux patients qui vous racontent ça, qui vous disent l'écoute malgré leurs conditions de travail. Et ces deux mots soulignés qui ont leur importance, de ces patients qui vous disent n'ont jamais laissé filtrer leur stress, et sur des personnes qui rentrent dans la chambre toujours avec le sourire, et cette notion systématique qui fait de ce sujet-là un marqueur d'expérience pour les hospices civils de Lyon. Ce sujet de l'accompagnement, donc je vous avais fait un petit teaser sur ce sujet de l'accompagnement, 7,1% des patients, mais vraiment des attentes très prononcées, et notamment dans certains services. Donc on va le voir sur notamment en gériatrie, notamment en maternité, avec des gros souhaits d'accompagnement. Là où il faut travailler ce sujet, c'est bien sûr, il y a des postures, c'est très lié à l'écoute et à la disponibilité, hein, qu'il y ait des urgences ou non. En fait, en travaillant, on se rend compte que c'est l'importance, le moment où, en fait, où l'expérience se dégrade, où le bonhomme passe dans le rouge, c'est en fait, c'est les patients qui doivent attendre ou qui doivent demander. C'est-à-dire le moment où le patient se sent obligé de devoir formuler une demande d'aide, le moment où il n'y a pas cette proactivité de la part des professionnels de santé, le moment où il va se sentir obligé de justifier sa demande, on va voir que ça va passer dans les expériences les plus négatives. Et notamment, c'est ce qu'on retrouve dans des services en gériatrie, donc là, sur des patients qui en plus n'ont pas le sentiment d'être des patients très demandeurs, ils sollicitent peu les professionnels de santé. Donc les moments où ils demandent un peu d'aide pour une fois, en fait, ils aimeraient que l'aide soit beaucoup plus spontanée, beaucoup plus proactive. Et on retrouve ça notamment en maternité, sans surprise, notamment sur les premières grossesses, avec vraiment des attentes très fortes d'accompagnement, et sur le sujet précis de l'allaitement qui revient dans tous les parcours maternité. On retrouve des verbatims un peu plus compliqués, puisqu'on est sur un chantier prioritaire, avec cette maman en maternité où une sage-femme lui a dit de sonner uniquement pour les urgences. Hein, donc là, elle a vraiment mis en majuscule. Hein, donc elle a vraiment, en fait, ça l'a vraiment marqué. En fait, c'est tout ce sujet d'expérience. Elle a vraiment mal vécu. Donc vraiment juste pour une hémorragie, alors qu'elle aurait souhaité aussi peut-être juste en fait qu'on lui formule le fait qu'elle peut aussi sonner si elle a un problème qui n'est pas juste une urgence vraiment vitale en soi. Un autre verbatim, là aussi, assez fort, qui vient de maternité, sur une maman qui souhaitait confier son bébé à la nurserie pour sa dernière nuit. Et en fait, elle s'est retrouvée face à des aides-soignantes qui lui ont demandé de justifier sa demande d'aide. Et c'est ce qu'elle dit, c'était la première fois que je demandais de l'aide. Et cette maman qui, justement, pour la première fois dans son parcours, essayait de demander un peu de soutien, c'est sa conclusion, elle a très mal vécu car elle a dû se justifier. Et en plus, c'est sa conclusion. Ensuite, elle a culpabilisé en fait d'avoir laissé son bébé à la nurserie. Ce qui est vraiment dommage, c'était sa dernière nuit en hospitalisation, tout s'était bien passé, l'accouchement s'est bien passé. Et pour autant, cette demande d'aide l'a profondément marqué. C'est tout le sujet d'expérience, c'est qu'en fait, on est venu pour accoucher. Et finalement, c'est un peu ce dernier moment, c'est le moment de la veille de la sortie. Alors cette personne a 3 enfants qui l'attendent à la maison et qui aimerait juste se reposer.
ce moment qui n'est pas bien pris en compte, cette dernière demande d'accompagnement qui est vraiment très très mal vécue. Après, des tout petits sujets, mais qui sont des sujets toujours intéressants à travailler, sur le sujet de l'ambiance. Donc voilà, c'est des patients qui disaient il y a une bonne ambiance au sein de cet établissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette ambiance, on pourrait se dire, bah voilà, il y a des choses qui sont vraiment mises en place, alors que pas du tout. C'était souvent des services dans lesquels, en fait, c'est les professionnels de santé où il y avait une bonne ambiance, en fait, entre eux. Et les patients hospitalisés, ils ont le temps, en fait, d'observer les relations des professionnels de santé entre eux. Et c'est ce qu'on voit dans le verbatim juste après, en fait, c'est cette patiente qui en fait explique que les personnels se saluent à chaque rencontre, sont souriants, la politesse est exemplaire et c'est rare. Donc en fait, tout le sujet de l'ambiance n'était plus lié au fait de vraiment mettre des choses en place vraiment de façon très concrète dans les services, mais c'était le fait de se dire tout simplement si les professionnels de santé s'entendent bien, et bien du coup ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance en fait dans le service et ça se passera bien avec les patients. Après, sur les petits sujets, sur ces souhaits de développement de nouveaux services, on avait par exemple sur un sujet très faible, un signal faible, 0,6% des patients, qui était, en fait, c'est 0,6% des patients, mais c'était assez énorme, puisqu'en fait, c'était 0,6% des patients hospitalisés avec un handicap invisible. Donc, c'est sur des personnes qui étaient sourdes et malentendantes. Et en fait, elles exprimaient le souhait dans leur verbatim, dans ce verbatim que vous voyez notamment après, d'avoir des chambres équipées d'un signal lumineux. C'est des personnes, en fait, où même si les professionnels de santé toquaient, ces personnes ne pouvaient pas l'entendre et du coup, elles n'avaient plus trop d'intimité dans leur chambre. Donc, c'était juste mettre quelques chambres avec des signaux lumineux pour, en fait, aussi prendre en compte ces personnes et leur expérience. Et c'était juste avant la crise sanitaire, le fait de développer des masques inclusifs. Un petit sous-parcours qu'on a réalisé, ce qui était précisément sur un parcours pour un établissement en gynéco-oncologie chirurgicale. Donc, on a réalisé ce parcours pour les hospices. Et on avait vu que dans ce service, en fait, il y avait un sujet qui était assez clé, c'était l'accès à la qualité des informations. On voyait qu'il y avait des informations en fait qui étaient existantes, mais qui étaient assez erronées, qui étaient assez peu détaillées. On le voit dans les verbatims après. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, tous les supports d'information existaient. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un livre explicatif, et on voyait en fait que les patients nous disaient, c'est pas ce que je vis, c'est pas du tout ce qui est dans le livret. Donc, c'était juste en fait refaire un peu le livret avec les patients. C'était aussi juste un numéro de téléphone qui était erroné. Et donc, du coup, dès que les patientes appelaient en plus suite à l'hospitalisation pour des complications, en fait, elles tombaient sur une dame qui leur hurlait dessus en disant que c'est pas le bon numéro. C'était aussi le fait que dans ce service, il y avait la présence de 2 psychologues qui étaient là pour parler avec les patients. Mais que les patientes n'étaient pas au courant. En fait, les professionnels de santé ne leur disaient pas qu'elles pouvaient prendre rendez-vous avec les psychologues. Donc, en fait, c'était juste une information supplémentaire. Ce qui est intéressant dans ce service, c'est qu'en fait, c'était des solutions très simples, très peu onéreuses, et qui permettaient vraiment d'améliorer assez considérablement l'expérience de ces patientes. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. On voulait faire un petit parti rapide aussi sur la partie, parce qu'on a modélisé aussi l'expérience des professionnels de santé. Donc, on n'aura pas tellement le temps de passer ça en revue. Est-ce que tu veux, Marion, quand même expliquer rapidement la façon dont on a abordé cette... Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a du coup 72% de ces patients qui évoquent une interaction avec les professionnels de santé. Et en plus, ça a déjà été mesuré de façon très scientifique sur des corrélations de l'expérience des patients avec l'expérience des professionnels de santé, même si ça paraît assez basique dit comme ça. Et donc, on a mis en place en fait vraiment une mise en miroir de ces 2 expériences en allant interroger les professionnels de santé du CHU de Lyon, en leur demandant quelle a été l'expérience la plus positive qu'ils ont vécue, l'expérience la plus négative, et aussi on allait chercher s'ils avaient des propositions d'amélioration. Donc, on a questionné ces professionnels de santé, on a relevé aussi beaucoup de sujets, notamment des sujets en formation, ce qui est des sujets qui ressortaient de façon assez massive. Et sur ce sujet-là, par exemple, on retrouvait notamment le sujet de la formation en communication et notamment sur l'annonce de diagnostic. En fait, des professionnels de santé qui disaient « je ne me sens pas à l'aise pour annoncer un diagnostic ». Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'était une mise en miroir assez parfaite de ce que vivaient les patients et de ce qu'ils nous racontaient en fait de leur moment de cette annonce de diagnostic, qui est pourtant un moment qui arrive tous les jours en fait à l'hôpital. Les professionnels de santé, c'est un peu le passage obligé. On avait tout un sujet autour des patients, de patients qui disaient qu'il y avait un manque d'humanité, qui s'étaient retrouvés très seuls en fait, qu'on avait laissé tout seul tout l'après-midi après des diagnostics assez compliqués à entendre. Et en fait, des professionnels de santé qui me disaient tout simplement, on m'a pas forcément formé à l'annonce du diagnostic, à l'accompagnement du patient, mais aussi de sa famille qui est à côté, qui entend ce diagnostic.
Donc, ce qu'on travaille aussi chez KPM et pour les Hospices civils de Lyon, c'est la mise en miroir de ces expériences, bien sûr, en écoutant et le patient et le professionnel de santé qui est en face et qui interagit avec lui. Donc ça nous permet de nous recentrer vraiment sur le périmètre du relationnel, et là on a vu à quel point c'était important. Donc en partant des moments de vérité de l'expérience patient, des moments relationnels les plus importants de l'expérience patient, et en regardant comment c'est vécu côté collaborateur. Est-ce que les moments importants est vécu positivement par les patients? Est-ce qu'ils sont engageants pour les professionnels de santé? Ou au contraire, est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans ces moments-là? Comment c'est traité? Sur quel sujet ils ont besoin d'aide? Donc c'est parfois cette mise en miroir, ce travail de mise en miroir, ça fait émerger des solutions qui sont parfois extrêmement simples à mettre en place. C'est parfois simplement des prises de conscience à opérer du côté des professionnels de santé. C'est parfois des formations. Ça peut être aussi des modifications dans les processus qui sont parfois extrêmement simples, mais qui peuvent mener à des situations d'impasse entre les professionnels de santé et les patients. Donc, ce travail de mise en miroir, ça nous permet de trouver ces solutions vraiment dans le périmètre des interactions et du relationnel. Et voilà, on sera ravis de partager avec vous là-dessus. C'est une étude à soi, à part entière. Mais en tout cas, c'est un travail que Marion effectue aussi pour les hospices de Lyon. On est à la fin de notre présentation qui était un petit peu rapide, mais ça vous a donné un petit peu un aperçu de notre façon de travailler, du côté extrêmement concret et opérationnel des enseignements qu'on arrive à tirer à partir de l'analyse de ces verbatims. Je regarde rapidement s'il y a des petites questions. J'ai vu qu'il y avait des réponses. Merci merci Laurent d'avoir répondu au fil de l'eau. Est-ce que vous avez d'autres questions? On reste joignable et disponible si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements plus pointus sur certaines thématiques. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous allez pouvoir noter et commenter le webinaire. Ça nous intéresse de savoir si ça vous a intéressé, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez creuser. Donc c'est important que vous nous donniez votre avis. On le lira avec beaucoup d'intérêt. Je vois plus de questions apparaître. Par quel biais restituez-vous ces résultats aux équipes? Donc je vais peut-être juste te laisser terminer par ça, Marion, puisque ça a été partagé. Donc alors on fait pour le coup alors actuellement, puisqu'en plus on a restitué ces résultats dans une situation de crise sanitaire, malheureusement on n'est pas forcément toujours allé sur le terrain, on a fait beaucoup par webinaire. Après, l'idée est de vraiment restituer de façon assez massive les résultats. Donc c'est d'abord bien sûr une présentation avec Philippe Michel et son équipe, puisque c'est lui qui a porté l'étude en interne. Et petit à petit, en fait, on partage donc en fonction des disponibilités de chacun, mais on partage en fait à l'ensemble des équipes. C'est le but, c'est que, enfin, c'est en plus c'est toutes ces données, en fait, c'est quand même les professionnels de santé qui travaillent, qui sont sur le terrain, donc c'est à eux aussi d'avoir ces retours patients, évidemment, et ces plans d'action. Donc, c'est travailler avec l'ensemble des équipes, mais aussi l'ensemble des équipes et aussi, bien sûr, des ressources humaines qui travaillent du côté de l'expérience des professionnels de santé, que ce soit médical ou non médical. On travaille avec les deux types d'équipes RH au sein des établissements. Donc, c'est vraiment que ça puisse toucher l'ensemble des personnes concernées. Et en plus, quand on réalise, comme dans ce que vous a montré Anne sur cette étude miroir, notamment, dès qu'on interroge les professionnels de santé, on essaye bien sûr de restituer à l'ensemble des personnes qui en plus ont pris le temps de nous répondre et de s'investir dans ce questionnaire. Merci à tous, merci beaucoup. On attend vos commentaires et vos retours. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On a un petit peu débordé du temps, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, vous pouvez télécharger cette présentation et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Encore un grand merci pour votre participation. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir.